Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi RH de Bismarck. Très heureux de vous retrouver, émission du lundi au vendredi. Débat, expertise, analyse et vos rubriques habituelles en première ligne. Un mot qui fait la une de l'actualité, on va parler du télétravail avec Benoît Serre. C'est le dernier round peut-être de négociation entre les partenaires sociaux. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Et justement, le télétravail encore dans l'actualité. Comment embaucher un nouveau collaborateur ? Eh bien, lorsqu'on est à distance, c'est un sujet évidemment de préoccupation des DRH. On en parle avec Mathieu Amaré. Et dans le cercle RH, le réseau plus que jamais utile. Alors vous me direz, le réseau c'est compliqué évidemment en période de confinement, mais vous verrez, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, mais aussi Twitter qui peuvent vous aider à rebondir ou tout simplement à décrocher votre premier job. Ce sera notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, les managers se sont adaptés au télétravail. Ils étaient un peu contestés pendant cette période. C'est ce que nous dit Cadre Emploi. Ils nous en parleront à la fin de l'émission. Tout de suite, en première ligne. Le télétravail, c'est le sujet d'actualité depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. On en parle avec Benoît Serre. Ravi de vous retrouver, Benoît. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group. Je signale cet article parce que c'est une chose dont on reparlera sur ce plateau, entreprise et carrière sur le temps long et le temps court. Il y a évidemment les préoccupations du quotidien des DRH, puis ils doivent se projeter évidemment, avec beaucoup de flou d'ailleurs, c'est ce que vous dites, il y a des zones d'incertitude. Oui, beaucoup, et de plus en plus. Et du flou sur cette question du télétravail. Parce qu'il y a des études parfois contradictoires qui sortent, des analyses. La NDRH on l'avait présenté sur ce plateau, fait une étude très intéressante sur le télétravail. Et puis, il y a les négociations entre les partenaires sociaux. Ça fait depuis le mois de mai, le mois de juin, que les syndicats salariaux réclament une ANI, un accord national interprofessionnel. Oui, exactement. D'abord, est-ce que ça va aboutir, cette négociation, si vous avez des informations sur ce sujet ? Déjà, depuis le début, on n'était pas très favorable à cet accord national interprofessionnel parce qu'il avait vocation, en fait, à être un nouvel accord alors qu'il y a déjà des tas de textes qui régissent. Et on s'est rendu compte pendant cette crise, et on s'en rend compte en ce moment, que jamais les entreprises ne sont aussi efficaces en termes de dialogue social que quand on leur laisse faire le dialogue social sur le terrain. Alors ça, vous le répétez régulièrement sur ce plateau. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. La deuxième raison pour laquelle on n'était pas très favorable à cet accord, c'était qu'on se disait que ça allait freiner le mouvement en faveur du télétravail dans les entreprises qu'ils font à leur manière. Et vous avez vu pas mal d'ailleurs. Et vous avez vu pendant le deuxième confinement à quel point la ministre a eu du mal à ce que le télétravail plein temps s'installe. On le comprend pourquoi, mais donc cet accord, c'est la dernière ronde de négociation aujourd'hui, semble-t-il. On continue à avoir deux positions très différentes qui rendent difficile la perspective d'un accord réel. D'un côté, le MEDEF en particulier qui dit nous on veut bien faire un accord mais il doit être ni normatif ni prescriptif, donc on peut se demander l'intérêt d'un accord de cette nature. Et de l'autre, on a effectivement des organisations syndicales pour certaines qui viennent monter le niveau de revendication. Après tout, c'est logique dans la négociation d'un accord, mais quand je regarde ce qui est demandé, j'ai peur que ça freine le développement du télétravail dans les entreprises si cet accord national interprofessionnel passait. Vous avez par exemple quelque chose de très intéressant qui est sorti ce matin. La CFTC a demandé à ce qu'on prévoie un avantage pour ceux qui sont en première ligne ou en deuxième ligne et qui ne peuvent pas télétravailler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé. C'est-à-dire que la généralisation du télétravail, ça va remettre en cause le modèle du temps de travail. Et qu'est-ce que demande la CFTC ? Elle dit qu'il faut plus de RTT pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. On commence à déséquilibrer le système. Alors, Dixit, ceux qui sont en télétravail peuvent faire un petit peu leur cuisine comme ils le veulent. Voilà. Et donc, ça dérégule le temps de travail. Oui, exactement. Donc, si on commence à discuter de ce genre de choses, alors là, ça va rendre la négociation encore plus difficile. Il y a un débat côté patronat, c'est l'idée que, et on l'entend de plus en plus, certains disent, nous le télétravail c'était très bien parce qu'on pouvait organiser notre temps comme on le voulait. C'est ce que vous venez d'évoquer. D'autres commencent à pointer du doigt le risque d'un télétravail, non pas dégradé, mais qui soit un plaquage en fait du travail mené au bureau, simplement relié avec une visio, ce qui fait que ce sont les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Il n'y a plus d'avantage à être en télétravail dans ce cas-là. Alors ça, c'est le danger qu'on a appris pendant les deux périodes de confinement qui sont succédées. C'est-à-dire que plaquer une organisation du travail sans la changer,
sur le télétravail, ça crée des burn-out, ça crée des et on l'a, PS, on en et a. on les a. Vous avez vu que statistiquement, c'est quand même quelque chose qui est monté très fort auprès des médecins du travail. C'est pour ça que la mise en place d'un télétravail réclame d'abord de repenser le management de ce télétravail, de l'organisation du travail, 3, nécessairement le rôle du site de travail, et ensuite, garder le principe de ce qu'on appelle le double volontariat. Pour le coup, ça, c'est un point d'accord entre les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation. Il faut que les deux soient d'accord. Il faut que le manager soit d'accord et il faut que le collaborateur soit d'accord. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, le seul critère, c'est pas la nature télétravaillable ou pas du métier. C'est aussi la capacité du collaborateur à être en télétravail. Et on s'est rendu compte pendant la période, et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de difficultés à installer le télétravail 100%, dont nous savons, nous, à la NDRH, suite à l'étude qu'on avait faite, c'est pas la bonne Vous, c'est le solution. 3-2, globalement, c'est 3 jours entreprise, 2 jours... C'est ça. Et il y a eu une petite erreur d'analyse, c'est-à-dire qu'on a dit les entreprises ne veulent pas en mettre en place le télétravail plein temps. Oui, c'est ce que les ministres ont dit. Non, c'est pas ça. C'est qu'elles se rendaient bien compte que leurs propres collaborateurs ne le souhaitaient pas non plus. Or, l'interdit d'entreprise, c'est de trouver le bon équilibre entre les conditions de travail, le temps de travail, et puis ne perdons pas de vue la nécessité de performance et la nécessité de productivité. Donc on était dans une parenthèse, on est toujours dans une parenthèse où le gouvernement a un peu baissé, d'ailleurs un petit peu levé le pied quand même sur le caractère agressif à l'égard des DRH et des entreprises. Ils ont été très durs à votre égard au départ, parce qu'ils vous ont montré du doigt en disant c'est de la faute des entreprises, elles ne jouent pas le jeu. Enfin, on l'a entendu de la bouche d'Elisabeth Borne. Oui, ce qu'on a trouvé, c'est de bonne guerre, mais on a trouvé ça un peu léger, parce que les entreprises, depuis le mois de mars... Le ton s'est radouci. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Elles passent leur temps à s'adapter du mieux qu'elles peuvent. Or là, les conditions du deuxième confinement, d'abord, il faut reconnaître que ce n'était pas d'une clarté absolue, l'organisation de ce confinement. Et ensuite, les entreprises, elles étaient épuisées. Le sujet, c'est sauver des emplois. On avait une espèce d'injonction paradoxale entre, d'un côté, ne licenciez pas, mais bon, par contre, vous faites comme on vous dit de faire. Donc c'est vrai que ça s'est calmé un peu, et heureusement, parce que je ne sais pas ce que va dire le président de la République demain soir, mais apparemment, on annonce quand même que le télétravail plein temps sera poursuivi au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est pas une surprise, mais surtout qu'il sera très fortement recommandé au moins quelques jours par semaine jusqu'à l'été 2021. Ça prouve bien ce qu'on disait, à savoir que la raison pour laquelle les entreprises se sont installées dans un télétravail un peu différent que par rapport au premier confinement, c'est parce qu'elles anticipaient tout simplement que ça allait durer longtemps. Et que ça, c'était une affaire de survie pour elles. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça prouve bien que je ne suis pas certain que le projet d'accord national interprofessionnel négocié aujourd'hui pour le dernier round soit franchement utile dans la situation d'aujourd'hui. Avant de nous quitter, il y avait une économiste, philosophe, qui dans les colonnes du Monde, il y a quelques mois, avait évoqué, à travers le télétravail, des risques de délocalisation de l'emploi. Vous vous rappelez, on en avait parlé ensemble. Ça reste toujours un risque prégnant. Enfin, on voit des entreprises qui, au-delà du télétravail, sont en difficulté. Vous parlez des 150 000 plans sociaux qui se profilent, ça c'est votre article. Il y a quand même des inquiétudes. Donc tout ça mélangé, est-ce que l'entreprise ne va pas se dire j'en profite aussi pour externaliser une partie de mon back-office dans un pays étranger ? Ça, on le connaît déjà dans les plateformes téléphoniques, par exemple. Je pense qu'à court terme, il n'y a pas forcément un vrai risque autour de ça. En revanche, le risque va arriver quand le télétravail sera vraiment installé et qu'on aura des métiers nativement en télétravail. Parce que cela, à ce moment-là, la question de la localisation, qui reste quand même un enjeu fort dans un recrutement, disparaîtra. Et donc le jour où on aura des métiers nativement télétravailleurs... Nativement, ça veut dire que c'est un métier... Qui sont conçus comme ça dès l'origine. Exactement. Et qui ne peuvent pas être pris par quelqu'un qui refuse le télétravail. Voilà, ils sont conçus. Il est embauché, on lui dit, vous serez en télétravail. Il y en a quelques-uns déjà comme ça, mais ça risque de se développer, parce que je vous rappelle que la France est un pays de services, or c'est plutôt dans les métiers de services qu'il y a le plus de télétravail, et la réindustrialisation qui est appelée de ses voeux par tout le monde, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc le risque, c'est quand des métiers apparaîtront comme nativement télétravaillables, parce que ça signifie qu'à ce moment-là, vous aurez une vraie fracture du corps social, avec des gens qui seront entrés dans l'entreprise de manière dite classique, et de l'autre, qui seront entrés dans l'entreprise avec un lien d'une nature extrêmement différente, que ce soit managérial ou un lien culturel différent. Et là, il faudra qu'on gagne la guerre de la localisation, et elle ne se gagnera que par la compétence. Exactement. Et on parlera évidemment du contrat de travail qu'il faudra réécrire, parce que ça repose aussi la question du contrat de travail, des heures de travail et de la manière dont le collaborateur est physiquement à son travail. A-t-il le droit de travailler de 23h à 2h du matin ? Il y a tout ça pose tout un tas de sujets sur la législation du travail qui n'est pas conçue pour ce type de société du travail. Une dérégulation, et on a le sentiment qu'on ne reviendra pas en arrière. Vous viendrez nous en reparler, Benoît Serre. Merci d'être venu sur notre plateau, vice-président de la NDRH. Et je vous indique cet article dans Entreprise et Carrière, justement sur le temps long et le temps court,
à la rencontre, parce que vous êtes évidemment connecté à tous les DRH sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous n'allez pas être dépaysé dans Working Progress, parce qu'avec les invités de Welcome to the Jungle, on va rester sur le télétravail. Embaucher, se séparer d'un collaborateur dans cette période, c'est compliqué. On en parle tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress. Mathieu Amaré, vous avez écouté Benoît Serre avec intérêt, parce que ça fait écho d'ailleurs à la question que vous allez poser dans quelques instants à votre invité. Absolument. Parce que comment intégrer, la question est simple, comment intégrer de nouveaux collaborateurs en période évidemment de confinement À distance. et à distance. Compliqué. Tout à fait. Et je suis ravi d'accueillir pour en parler Manon Sylvain. Manon, bonjour. Vous êtes DRH de Luca, qui est, rappelons-le, un éditeur de logiciels SaaS de gestion pour notamment automatiser les processus internes et RH. Effectivement, on en parlait avec Benoît Serre, le flou qui réside autour des négociations sur le télétravail, mais pratiquement, il y a aussi un flou qui s'entoure un peu sur cet onboarding à distance, cet embarquement ou cette intégration du salarié à distance. Manon, dans le monde d'avant, on notait déjà des complications. Un salarié sur 3 quittait son entreprise après seulement 3 mois d'intégration dans l'entreprise. Pour 4%, c'est même dès le premier jour. Est-ce que c'est plus dur en télétravail ? Est-ce que c'est encore plus dur ? Est-ce que vous notez un engagement encore plus complexe ? Plus dur forcément, non ? Oui, c'est forcément un petit peu plus dur, même si je pense qu'il faut rappeler des bases. Déjà, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà des processus d'intégration qui n'étaient pas forcément très structurés, et ça rend les choses encore plus compliquées. Nous, on avait la chance d'avoir déjà un processus très jalonné avec beaucoup de choses mises en place. Donc là, depuis mars, on a intégré une trentaine de collaborateurs. Dont 12 sur la première phase du confinement et là 9 depuis fin octobre. Et donc ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on a un processus où il y a beaucoup de documentation et beaucoup aussi d'étapes de rencontres avec plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Donc déjà, on a une phase de pré-intégration. D'accord. Donc là, on va... Qui est la même que si elle est en physique ou Alors non, finalement, là... ça ne change pas grand-chose. Vous ne voyez pas le collaborateur en physique dans cette période de pré-intégration ? En visio, vous le voyez physiquement là, ça va être exactement la même étape qu'en distance, enfin qu'en présentiel. Donc on va appeler le collaborateur, mais là on va beaucoup plus rassurer sur le fait que le poste est bien maintenu. On va rappeler les étapes. Vous lui dites, ne partez pas quoi. Exactement. Ne partez pas. On en a parlé sur mine ce de rien. du pré-onboarding, Bah oui. de pré-intégration qui est vital, qui est crucial. Les 2 mois d'attente entre... Exactement. Et donc là, c'est d'autant plus stressant qu'il y a les histoires de chômage partiel, il y a le contexte économique qui est difficile. Donc il faut aussi rassurer sur la santé financière de l'entreprise et expliquer les prochaines étapes. Vous êtes transparent sur la santé financière de l'entreprise avec un nouveau collaborateur. Vous lui dites quoi ? Quelles informations vous lui donc transmettez ? Ça, c'est un peu en lien avec notre principe de transparence globale chez Luca pour tout, de manière générale. Il faut qu'il vous le demande ou vous le dites spontanément ? Non, c'est une question. On explique spontanément, on rassure sur le fait que tout se passe bien, qu'on a des prospects qui signent, qu'on continue de recruter et donc aussi que le nouveau collaborateur ne sera pas seul à intégrer l'entreprise. Nous, on fonctionne beaucoup par effet de promo, donc les nouveaux collaborateurs n'arrivent pas seuls, ils arrivent à plusieurs et ça, c'est très rassurant aussi. D'accord. Donc voilà, donc la rentrée des classes, on a moins peur. Exactement, et puis ça permet aussi de faire une émulation quand on arrive à plusieurs. Manon, vous êtes emparé du sujet dans une note de blog. Rappelons que Luca aussi a un média, ou en tout cas un blog sur lequel vous publiez des informations. Vous notiez 3 indispensables à prendre en compte pour l'onboarding à distance d'un collaborateur. Quels sont-ils ? Et vous rappelez notamment sur le premier point que ça paraît trivial, mais que l'envoi d'un matériel informatique, la logistique, la synchronisation des agendas est quelque chose de vital. Oui. C'est le cordon ombilical, ça, finalement. Exactement. Alors, si on n'a pas de PC, si on n'a pas un compte mail bien paramétré et si on ne sait pas à quel endroit accéder aux documents, on aura beau faire tout ce qu'on veut derrière pour faire passer les messages autour de la culture, il faut déjà partir sur une bonne base. Donc effectivement, il faut déjà se poser la question, est-ce que j'envoie l'ordi par coursier ? Est-ce que la personne peut venir les récupérer dans les locaux ? Donc ça, déjà, d'être bien carré sur la problématique matérielle. Ensuite, il y a aussi les sujets autour de l'administratif. Donc comment je signe mon contrat ? Comment je récupère tous les documents liés à l'intégration d'un nouveau collaborateur ? Donc nous, on a la chance de pouvoir le gérer de manière automatisée avec nos solutions. Donc ça, c'est plus une question le jour J quand le collaborateur
collaborateur arrive. C'est assez lourd, ça, en général. Hein. C'est très lourd, il faut récupérer la carte vitale, le passeport, Bah il faut oui. faire une déclaration d'embauche, bon, il y a plein de choses. Et donc ça, il faut au maximum essayer de Le fluidifier. automatiser, Ouais. le fluidifier, pour que le jour J, quand le collaborateur arrive, on s'occupe de la formation, de la rencontre avec les autres membres de l'équipe, voilà, d'être plus dans de l'immersion autour de la culture dans l'entreprise. Au niveau, donc là c'est très pratique, hein, on est dans l'envoi de matériel, on est dans la synchronisation d'agenda, on est dans l'envoi de mail, de l'administratif. Au niveau de la culture managériale qui peut être subjective, hein, j'imagine que Luca fait comme il fait et puis d'autres boîtes font comme ils font. Vous faites quoi? Quelle bonne pratique vous privilégiez pour instaurer justement cette transmission de culture managériale? De culture, oui. Alors, déjà, sur la transmission de la culture tout court, nous, ça va commencer dès le recrutement où le candidat va rencontrer un bon nombre de personnes de son équipe et de Lucas. Ensuite, pour l'accompagnement des managers, déjà, on les a beaucoup formés. On a fait un module de formation lié au management à distance et à l'intégration d'un nouveau collaborateur pour leur donner les bons outils. Et ensuite, ils sont beaucoup aidés par chez nous ce qu'on appelle des parrains et des coachs qui vont accompagner le manager dans l'intégration du nouveau. Donc, le manager n'est pas tout seul. Qu'on appelle aussi des buddies. Exactement, des buddies version anglaise. Donc, le but, c'est pas laisser le manager Ou des tout tuteurs, seul, alors version française. ou des tuteurs, parrains. voilà, Des parrains, le buddy. Elle a bien dit. parrain, marraine. Donc, le manager ne sera pas tout seul pour intégrer le collaborateur. Et puis, nous, on a un référent RH aussi qui suit le nouveau ou la nouvelle collaboratrice avec plusieurs jalons, plusieurs étapes pour s'assurer que tout se passe bien. D'accord. Et vous insistez aussi dans cette fameuse note de blog que je mentionnais sur les moments informels. Ouais. Vous utilisez notamment des outils particuliers comme Donut sur Slack. Slack, rappelons-le, qui est un outil de messagerie instantanée de collaboration dans une entreprise. Cartonne, visiblement. Qui cartonne, Que vous avez chez Welcome. qu'on utilise chez Welcome, etc., et dont on est très content. Vous utilisez aussi. Vous avez une application donc, sur Slack qui s'appelle Donut, qui permet de rencontrer au hasard, de manière aléatoire, 4-5 collaborateurs pour déjeuner ensemble, etc. Ça fait aussi partie des éléments qui sont centraux. En visio, il faut le préciser pour ceux qui nous rejoignent. oui, Au moment où bien vous sûr. nous rejoignez, En télétravail. on déjeune en visio. Non, mais qui n'est pas c'est ça. Oui, un bien sûr. procès chez Lucas Exactement, qui on fait ne des déj. fait pas venir tout le monde dans les locaux. Oui, donc effectivement, toutes les semaines, on va avoir des groupes de collaborateurs qui vont se former de manière aléatoire. Alors, ça peut être des déj, des cafés, ou bon, si des gens n'ont pas le temps, ça peut être juste de prendre 5 minutes pour discuter de tout et de rien, mais sauf de professionnels. En général, ils ne discutent pas forcément de travail. Et ça fonctionne très bien. Ça force un peu aussi les nouveaux à rencontrer des personnes qui ne sont pas dans leur service, pas dans leur département, pas dans leur équipe directe. Et c'est souvent ça le point important. Juste le profil des personnes que vous recrutez sous forme de plusieurs collaborateurs qui entrent, c'est quoi? C'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des opérateurs? C'est quoi les profils de poste? Alors, on a une grosse partie, c'est plutôt des profils de développeurs, des ingénieurs ou des chefs de produits qui conçoivent nos logiciels. Ensuite, il y a des profils de commerciaux, donc ceux qui vont vraiment aller évangéliser à la rencontre de nos clients. Et on a ce qu'on appelle aussi les métiers autour du customer success, donc les consultants qui déploient les solutions chez le client, qui s'assurent que le service soit bien intégré. En aval. Tout le support. Exactement. Ça, c'est le gros de nos métiers. Après, on recrute aussi sur les fonctions marketing, RH. Là, on a 38 postes ouverts sur toutes ces fonctions. 38 postes ouverts au moment où on se parle. Oui, exactement. Allez sur le site de Lucas, allez voir leur blog. C'est important aussi de préciser que vous êtes en recrutement là. Tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous adaptez ces processus d'onboarding à chaque typologie de métier? Alors, le gros du socle est commun à l'ensemble des métiers. Donc, c'est-à-dire, on a des formations transverses sur les premières semaines pour permettre à tous les nouveaux de rencontrer l'ensemble des métiers et des départements. Donc, ça contribue beaucoup. Ça, c'est important. Aussi à aider exactement. De ne pas être dans son rail. De ne pas être dans son rail, dans sa formation, tout seul derrière son écran, de rencontrer du monde. Donc, ça, c'est commun à l'ensemble des métiers. Après, on a des particularités, par exemple, pour les commerciaux. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Eux, ils ont un coach métier. D'accord. Donc, qui n'est pas le manager, qui n'est pas le parrain, et qui est là pour accompagner le nouveau qui commercial. Fait partie de l'entreprise. Qui fait partie de l'entreprise, de l'équipe commerciale. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu plus expérimenté et qui va accompagner le nouveau commercial dans sa montée en compétences sur le métier. Et dans les rencontres entre services, parce que souvent dans les entreprises, il y a ceux qui sont commerciaux qui parlent qu'avec des commerciaux, puis il y a le service marketing qui parle avec le marketing. C'est vrai dans le journalisme, c'est vrai dans les chaînes de télé. Comment vous faites pour faire se rencontrer les différents métiers? C'est de l'aléatoire, c'est justement par le biais de vos outils, un peu le hasard? Alors, je regardais Mathieu, alors c'est à vous que je m'adressais. Vous étiez perdu. Le fameux donut sur Slack. C'est le donut sur Slack. Mais où est-ce que j'ai la tête? Il y a le fameux donut, mais il y a aussi tout le parcours. Croustillant le donut ou pas? Non, plutôt
plutôt moelleux. Moelleux, je préfère le donut moelleux aussi. Donc, il y a le donut, mais derrière, il y a tout le parcours de formation et surtout, on a en place ce qu'on appelle un rallye, une sorte un peu de vie ma vie. On danse Où non, on va proposer aux nouveaux de rencontrer quelqu'un de la fonction commerciale, faire une démo en binôme avec lui, quelqu'un du Customer Success pour aller faire du support, concrètement voir ce que c'est que de répondre à un ticket d'un client. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc c'est tout ça surtout qui va contribuer. Après, il y a des classiques apéro en visio. Oui, mais ouais. bon, voilà. Alors ça, c'est oui. Là, c'est ça commence un peu à s'essouffler. À consommer avec modération. Encadrés, sont informels qui sont couplés. Dernière question peut-être maintenant. On parlait avec le vice-président de la DRH, Benoît Serre, tout à l'heure, de ce fameux dernier round de négociation avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous, en tant que DRH d'un groupe de 250 collaborateurs qui recrute beaucoup de monde, vous en attendez quelque chose ? Alors non, sur la question du télétravail, nous, on est déjà complètement habitués à ça. Ouais. On sait le gérer. Je pense que les sociétés comme Lucas, chez nous, c'est pas trop donc, une mais problématique. vous n'êtes pas On est devant votre déjà- poste de télé pour savoir ce qui va sortir de la négo, c'est ça que... Alors si, bien sûr, je le suis de Oui. par ma fonction Oui, de bien DRH, sûr. Bien sûr, mais ça va pas directement impacté. complètement chambouler D'accord. le fonctionnement de Lucas. Bon, ben, ça Très correspond un peu à ce que nous disait Benoît Serre il y a quelques instants. Manon Sylvain, merci Merci d'être à venu avec vos donuts. Vous êtes la DRH de Lucas, où il se passe plein de choses justement sur Oui. l'onboarding. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à Mathieu, on continue évidemment la rencontre avec vos invités. On reste sur le même sujet Oui, d'ailleurs. tout à fait. Complètement. C'est tout de suite et c'est travailler demain. Voilà, retour au plateau avec Mathieu Amaré, parce que c'était intéressant d'entendre une entreprise qui est à la pointe sur ces questions d'onboarding. Et là, on a aussi un invité, justement, dont la fonction, la création de l'entreprise est d'aider à l'intégration des nouveaux collaborateurs. On est en plein dans le sujet. Exactement. Et même si les entreprises sont à la pointe, je pense que sa solution aide beaucoup les nouvelles entreprises. On est en présence de Arnaud Weiss. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes cofondateur et CEO d'Axel, Tout à fait. assistant virtuel de management et notamment d'onboarding, puisqu'on en parlait précédemment. Absolument. Il aide notamment les managers à devenir meilleurs. C'est la promesse que vous faites, en tout cas, sur votre site. C'est la première phrase que j'ai lue. Dans l'accompagnement de nouveaux collaborateurs, qu'est-ce que votre solution permet exactement ? Est-ce que ce sont des outils particuliers ? On a parlé du donut de Slack. Est-ce que vous y tenez au donut. J'y tiens au donut qui permet de rencontrer de manière aléatoire de nouveaux collaborateurs Ouais. quand on arrive. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on est sur les mêmes principes très outils ? Alors, on est un peu dans le même esprit, dans le sens où en fait Donut vient s'intégrer directement dans l'espace de travail du collaborateur, donc dans Slack, qui est une plateforme collaborative, comme Microsoft Teams, qui est souvent employé dans les grands groupes aujourd'hui. Donc nous, en fait, on reprend cet esprit dans le sens où Axel, donc c'est un assistant virtuel qui va aider le manager à accomplir ses responsabilités, dont onboarder de nouveaux collaborateurs, directement dans l'espace de travail. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'outils. Qu'on soit manager ou qu'on soit collaborateur, on a Vous plus- en êtes un ? Alors justement, nous, on n'en est pas un. On n'en est pas un dans le sens où il y a une vingtaine d'outils qui existent en général pour les managers, la moitié dont ils ne se servent pas. À chaque Oui. fois, il faut créer un compte, des identifiants, apprendre une nouvelle interface. Nous, Axel, c'est comme un contact en plus dans D'accord. votre messagerie Teams D'accord. ou Slack. Et vous allez l'utiliser en parlant avec lui. C'est aussi simple qu'une conversation. C'est un chat. Un chatbot. Exactement. D'accord. Exactement, mais un chatbot, pas au sens où on l'entend en général, où c'est des questions pour lesquelles on obtient des réponses, ce qui, à mon sens, a souvent une valeur un peu limitée. Nous, c'est un processus. C'est-à-dire, Axel va venir vous voir dans le cadre de l'onboarding d'une recrue dans votre équipe. Il va dire, telle personne arrive dans 2 semaines, nous allons préparer l'onboarding ensemble. Clique ici pour commander son matériel. Dis-moi qui tu veux qu'il rencontre, je planifie les rendez-vous, je trouve des créneaux libres dans les agendas. Ouais, donc ça facilite la vie du DRH. Exactement. C'est ça. En fait, Est-ce que ça s'adresse au DRH ou plutôt au manager d'ailleurs ? En fait, ce qu'on se rend compte dans l'onboarding, c'est que les RH peuvent faire ce qu'elles veulent. Oui. Si le manager n'est pas impliqué, l'expérience sera toujours mauvaise. Donc nous, on a ce parti pris de dire, nous allons focaliser l'utilisation de notre outil sur le manager. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que la DRH, quand on travaille avec un nouveau client, donc aujourd'hui on travaille avec des grands groupes comme Air Liquide, Renault, Engie ou encore Veolia, et des startups également, comme Algolia, ce qui se passe, c'est qu'on définit un process avec les RH, et derrière, on va le rentrer dans l'outil. D'accord. Et donc l'outil va s'occuper d'accompagner le manager dans l'accomplissement de ce process avec lequel il n'est pas toujours familier ou il va pas avoir le temps de le Donc faire. il va forcément avoir un lien avec la RH à un moment donné. Tout C'est-à-dire à fait. qu'en passant par le manager, vous êtes sûr que là, il y a une jonction qui se fait entre les deux.
Absolument. Mais c'est pas quelque chose que l'on plug comme ça et qui s'adapte de façon un peu magique, pardonnez-moi, à l'univers de l'entreprise. Vous parlez directement avec vos clients d'Air Liquide, de Veolia, avant pour comprendre la culture de l'entreprise et ensuite vous y adaptez de la manière la plus optimale possible. Tout à fait. Chaque client a un peu sa culture d'entreprise, ses attentes, ses processus. Donc évidemment, vous les rencontrez pour vous imprégner de tout ça. Comment ça se passe Exactement. Ouais. En fait, nous, on arrive avec une proposition, parce que vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, on sait à peu près ce qui marche pas en termes d'onboarding, et les bonnes pratiques, on va dire. Donc, on arrive avec un canevas. Le client, on lui fait réagir à ce canevas, l'adapter. Et donc, derrière, on va l'injecter, ce processus adapté, dans Axel et le déployer. Axel, c'est pas juste un fil de discussion. Hein. Vous avez aussi tout un back-office qui permet aussi aux managers, justement, de monitorer, d'évaluer un petit peu la progression de sa propre progression, sa propre évolution en tant que manager. Vous parlez aussi beaucoup de rituels. Oui. Qu'est-ce qu'un rituel chez Axel ? Alors, un rituel, non, en fait, le sujet du management, nous, notre mission, c'est d'aider les managers, effectivement, à devenir de meilleurs managers. C'est une vaste ambition, parce qu'on a la conviction... Dans l'actualité, le sujet, là. Complètement dans l'actualité, notamment avec le télétravail qui pose de vrais enjeux pour les managers. Et on a la conviction que le manager, c'est vraiment la pierre angulaire de l'engagement, de la performance des équipes. C'est une conviction qui est partagée par beaucoup. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, on s'est posé la question, au début, qu'on a créé la boîte, c'est quoi le meilleur moyen d'aider les managers à faire mieux ? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le meilleur moyen de le faire, la recherche l'a montré, c'est de les multiplier les moments d'échange avec les collaborateurs où le manager va se mettre dans une posture d'écoute. Donc mettre en place des rituels. D'où ces fameux rituels. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a intégré ces éléments dans notre routine. Donc Axel permet donc de planifier un onboarding correctement. Avec un rituel, c'est un espace-temps qu'on consacre à un sujet. C'est des rituels formels qui peuvent être des réunions, mais des rituels informels qui peuvent être des apéros Zoom. Exactement. Lié par exemple à l'onboarding, un point au bout d'1 mois pour faire le bilan. Ça peut être les rituels les plus classiques qui sont inspirés de la culture anglo-saxonne. C'est ce qu'on appelle les one-to-one meetings, donc les rendez-vous individuels, où le manager, tous les mois ou 2 fois par mois, prend un moment pour poser des questions aux collaborateurs sur comment il se sent, ce dont il est fier, ses ambitions pour la suite. C'est pas du corporate pur, c'est un peu l'environnement du travail, c'est ça. Hein. Ça va on est sur l'humain, Voilà, ça va au-delà. Et là aussi, vous proposez un canevas de questions, vous accompagnez les entreprises pour savoir quelles bonnes questions il faut poser pour recueillir le maximum d'informations de la part d'un collaborateur dans une situation complètement un peu inédite de télétravail. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les managers, ils n'ont pas le réflexe de faire ces points individuels de manière récurrente. Ils ne savent pas trop comment les faire. Là, ça va leur planifier. Ça va leur planifier. Ça va également fournir un canevas de questions qui va varier. Et donc, ça va les envoyer également aux collaborateurs pour qu'ils le préparent en amont du point. L'idée étant d'avoir, donc, pendant la demi-heure, le manager a déjà son rapport qui a été préparé avec les points à aborder. Donc, le point est très efficace et on va aider le manager à le conseiller, on lui donne des astuces pour se mettre dans une posture d'écoute. Très intéressant. Moi, je l'appellerais le manager augmenté, peut-être c'est un peu ça, non ? Exactement. C'est un outil d'aide au manager, un peu comme on a des bras bioniques. Là, vous avez des outils. C'est ça un peu Axel, finalement. Tout à fait. Merci Arnaud Weiss, merci d'être venu sur notre plateau, cofondateur et CEO d'Axel. Pour les managers, pour les rendre meilleurs, plus compétents, plus compétitifs aussi. Merci Mathieu, merci Arnaud. On se retrouve demain, Mathieu, si je ne m'abuse. Demain, c'est Jérémy. C'est Jérémy. Mercredi. Eh bien, je vous dis à très bientôt, en tout cas, Mathieu, à la rencontre de nouveaux invités, ceux qui ont été sélectionnés par Welcome to the Jungle. Tout de suite, c'est notre débat, le cercle RH, le réseau. Bah oui, on n'en parle plus que jamais de ce réseau. Comment on fait pour se le constituer ? Est-ce qu'il est vraiment utile pour rebondir et trouver un job ? Ça, c'est une vraie question. Et puis aujourd'hui, dans cette période de confinement et de télétravail, mais comment on le fait, ce réseau ? On en parle avec des experts, c'est notre débat. Après cette courte pause, restez avec nous, évidemment. Le cercle RH qui est notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver. Alors on va quitter un peu le télétravail, encore qu'on va rester sur les réseaux sociaux. On va beaucoup parler des réseaux sociaux, mais pas du télétravail. Le réseau, ça sert à quoi ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est important lorsqu'on veut changer de poste ? On essaie de se ripolliner le CV, on essaie de se montrer sur son meilleur jour. Et puis il y a aussi ceux qui cherchent un emploi, leur premier job. Le réseau est essentiel, peut-être plus essentiel que jamais dans ce contexte de confinement. On va en parler avec mes invités. Julien Morisson, je commence par les hommes, permettez-moi de présenter Julien Morisson qui est à ma droite, fondateur du cabinet BE. On va en parler avec vous parce que vous êtes déjà venu sur notre plateau nous parler. Alors, il y a les artistes, les comédiens qui ont des agents.
Ouais. Et vous avez créé une agence d'agents, Exact. mais pour des cadres supérieurs et des dirigeants. Vous allez nous en parler et j'imagine que vous soignez, vous, en tant que cabinet, leur réseau. Merci, Julien, d'être là. Marie-Liesse Morgaud, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Managing Director chez Nextmove. Nextmove, c'est quoi Nextmove en quelques mots? Nextmove, dans le Nextmove, il y a du mouvement. Notre métier, c'est d'accompagner des cadres dirigeants et des dirigeants dans toute leur trajectoire professionnelle. Nous, on est coach. Et ce qui nous anime, c'est de mettre les personnes en mouvement et de faire d'eux des leaders de demain. Alors, je n'ai pas utilisé le mot le networking, on va en parler, parce que c'est aussi un mot valise qui a été utilisé par tous les coachs, les consultants. Le networking, c'est, pour le dire simplement comme un paysan du Cantal, c'est la mise en relation autour d'un verre, autour d'une dégustation de vin, autour d'une galerie d'art, autour d'un match de sport. Exactement. Le networking, c'est ça, c'est la mise en réseau de gens qui ne se connaissaient pas auparavant et qui vont se retrouver en relation. Nous sommes avec Hervé Baumler, il est avec nous en visio. Bonjour Hervé, consultant à haut placement chez Enjeu Dirigeants. Alors vous êtes un expert, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot en networking. Vous expliquez comment trouver le bon job avec un bon réseau. Et puis j'invite ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux justement à lire vos blogs, parce que vous avez un blog très détaillé qui donne des conseils extrêmement pratiques. Je commence par une question très simple mais très compliquée. J'ai bien compris le réseau quand on peut effectivement faire une dégustation de vin, quand on peut créer un événement, mais l'événementiel, il n'y en a plus. On peut plus se rencontrer. On fait des dîners, déjeuners à 6 maximum. Comment on fait aujourd'hui pour soigner son réseau alors que le réseau est coupé? Alors, il y a plusieurs formats. Julien, Marie-Liesse. C'est notamment l'intérêt aussi d'avoir développé les réseaux sociaux, les modes alternatifs de communication. Ah, tout de suite, vous basculez sur le... Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que foncièrement on ne peut plus sortir, avoir d'événements à l'extérieur que pour autant on doit s'annihiler de toute communication, bien évidemment, avec le reste de nos congénères. Et l'intérêt des réseaux sociaux, mais pas que, l'intérêt des communautés. Je pense qu'on reviendra à mon avis aussi sur la notion de communauté qui est importante actuellement. Toucher les bonnes personnes, la communauté. Exactement. Et puis être animé par une passion qui est commune. Et donc c'est pas tout à fait la même chose que le réseau strictement permet justement de pouvoir toujours nourrir les relations interpersonnelles les uns avec les autres. Enfin, je pense que vous serez d'accord. Marie-Liesse, concrètement, les gens sont confinés, ils sont devant leur ordinateur, ils sont devant leur téléphone. Vos clients, comment vous les accompagnez pour les mettre en mouvement dans ce contexte-là en particulier? Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport au réseau. J'entends, on va dans un cocktail, c'est sympa, on rencontre des personnes... Moi, je vous ai vu sourire quand je le disais. Oui, ce qui me fait sourire, c'est que le réseau, c'est d'abord les personnes que nous connaissons. Ce sont les personnes que l'on aime bien. Dorénavant, vous allez faire partie de mon réseau. Nécessairement, vous allez penser on à s'aime moi, pas bien encore, mais... Pas encore. Mais ça va venir. Le lien se fait. Alors, on est en présentiel, on a de la chance aujourd'hui. On peut effectivement se découvrir. Le risque, parfois, c'est d'avoir une notion un peu utilitariste de mon réseau. Je recherche un job, donc je vais faire ce qu'il faut pour rencontrer des gens, etc. Donc on est un peu guindé parce qu'on a vraiment une demande. Alors que le réseau, ce sont les personnes que l'on connaît qui vont nous rendre service et qui vont nous présenter d'autres personnes. Ça, c'est important. D'abord, c'est son cercle proche, des gens en qui on a confiance. À qui on peut se confier. C'est pas toujours facile. Je vais poser la question à Hervé Baumler. Je mets de côté pour l'instant ceux qui cherchent un job. Ils ont fait une école de commerce, ils se mettent en réseau, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, c'est difficile. Là, je parle d'un profil, Hervé, cadre sup. Quelqu'un qui dit, moi j'ai envie de renverser la table, ça fait 20 ans que je fais un boulot incroyable, je suis très bon. Mais en même temps, c'est pas facile de dire à son réseau qui s'est habitué à l'image sociale de cette personne, je vais renverser la table. On peut le dire qu'aux personnes de confiance, ça, Hervé, c'est obligé. Alors, je vais revenir, avant de répondre à votre question, je vais revenir à la notion de réseau qu'on évoquait au départ. Ce que vous évoquiez au départ, c'est souvent la vision très superficielle du réseau, qui est de limiter le réseau aux cocktails, aux soirées. Et on sait tous que les cocktails, il n'y a rien de pire que les cocktails, parce que très souvent on arrive, on ne sait pas quoi dire, on va se coller aux gens qu'on connaît, et il ne se passe rien dans les cocktails. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que j'explique dans les différents livres que j'ai écrits sur le réseau, c'est que le réseau qui fonctionne, que ce soit en recherche de business, en recherche d'un job, ou même pour progresser dans une société, dans une entreprise, c'est plutôt le réseau en one-to-one, en face-à-face.
Le réseau qui fonctionne, c'est la relation qui peut s'approfondir, qui peut être beaucoup plus enrichissante quand on retrouve une personne en face à face et non pas un groupe de personnes avec qui on va avoir des entretiens très superficiels. Hervé, je suis entièrement d'accord. Évidemment, j'ai démarré par la partie émergée, par la mousse. Mais c'est pas facile. Enfin, je veux dire, moi, j'ai très envie de rencontrer le patron de Free, je dis n'importe quoi, ou de Total. Bah, très franchement, mais je fais comment ? Je pense qu'au démarrage, il faut se poser la question du pourquoi le réseau. Ça a été un peu abordé. La motivation du réseau n'est pas la même si vous voulez développer votre activité en termes de business, chiffre d'affaires, vous êtes consultant, vous avez besoin de vous donner de la visibilité, si vous voulez rechercher un emploi, si vous voulez, parce qu'on en parle peu, mais c'est aussi l'intérêt des réseaux, c'est aussi de parler entre pairs, de pouvoir échanger sur des problématiques que vous êtes susceptibles de rencontrer. L'intérêt quand même du réseau à la base, ce qu'on a appelé les clubs, c'était quand même ça. Ensuite, c'est quand même parti un peu en assimilant la gestion du réseau avec une opportunité professionnelle. Mais à un moment donné, l'intérêt, c'était véritablement de pouvoir échanger sur des sujets que l'on peut rencontrer. Alors, RH, financier, marketing, peu importe, mais de pouvoir partager des problématiques, aussi d'avoir des solutions innovantes. C'était ça. Le réseau, à la base, initialement, il est celui-ci. Donc après, c'est vrai que dans les années un peu plus 80, on est quand même rentré plus dans repositionnement professionnel et c'est resté un peu. Et pourquoi on en parle autant du réseau finalement ? Parce qu'il y a un mythe pour moi qui est de dire le réseau est nécessaire parce que le marché est caché. Et c'est pour ça que j'ai besoin du réseau. On va y venir Donc, sur c'est pour ça que le why est extrêmement important. Sur les mots associés au mot réseau, parce que ça, on va en parler avec Hervé, avec Marie-Liesse, mais vos clients, vous les recevez, vous les diagnostiquez, vous les lasérifiez, et puis ensuite vous leur dites... On ne fait pas comme ça, mais... Vous leur dites, ça colle pas, vous n'êtes pas assez dynamique sur votre réseau, il faut dynamiser votre réseau. Comment vous leur amenez l'idée qu'il faut se mettre en mouvement ? D'abord, ça dépend à quel moment, effectivement, se situe la personne que l'on accompagne. Quand on accompagne une personne, un dirigeant aujourd'hui qui est en activité, j'ai envie de dire, fait face à une certaine volatilité. Il a un dilemme entre sa vision long terme, entre sa gestion au quotidien. Il faut faire preuve d'agilité, de modernité, de réactivité, etc. Il fait face à une pression qui est énorme. Il fait face à des cycles qui sont de plus en plus rapides. Il faut bien qu'il retrouve un peu d'énergie. Donc, indépendamment de la dimension utilitariste, le réseau, c'est quoi ? Ce sont des personnes avec qui on peut être en lien. Voilà. C'est un autre volet, ça. On reprend de l'énergie. On va chercher de l'énergie. On fait confiance, mais aussi on a des tas d'informations parce qu'on passe un moment sympa ensemble et de dire, tiens, by the way, on a échangé avec Julien, on ne se connaissait pas tous les deux et on a eu des tas d'idées ensemble, évidemment. On se connecte, on se relâche aussi, on peut livrer des anecdotes, on peut échanger sur des moments difficiles de l'entreprise aussi, ça sert à ça le réseau. Exactement, et un dirigeant... des problématiques. Et des problématiques. Exactement. Donc, après, et on se ressource. Mais oui, donc si je suis en transition, donc il faut que je fasse du réseau. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Certains dirigeants sont très concentrés sur... Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire du réseau. On entend beaucoup chez les dirigeants. Mais oui. Je ne suis pas là pour faire des cocktails, comme disait Hervé. Voilà, j'ai autre chose à faire. Moi, je suis sous pression. Donc, moi, il faut que je sois là. C'est comme le sens politique. J'en ai pas besoin, puisque je suis en poste. Ouais, j'en ai pas besoin. Ou j'en ai pas besoin, ou j'ai pas le temps, ou je ne me donne pas la permission. Et en fait, il y a un vrai sujet de permission qu'on peut se donner. C'est vrai, il y a un côté psychologique. On a tous besoin de lien social. Et en transition, ils se disent... c'est dommage, parce que moi, je suis là. Et puis, peut-être celui qui était très doué en COMEX pour, j'ai envie de dire, à mettre un peu en avant, ce que j'avais un petit peu fait aussi, lui, il n'est pas en transition. Donc, en fait, c'est aussi de leur donner liberté de se dire, être avec d'autres, c'est quand même extrêmement sympa. Et faites-le dès que possible. Et en plus, vous en aurez... entre guillemets, besoin, mais ce n'est pas la dimension utilitariste qui apparaît. Et quand ils y ont goûté, en général, ils reviennent en retour d'expérience vous voir et vous disent « Marie-Liesse, c'était génial ». Donc tout d'un coup, ils ont plongé dans une piscine qui leur semblait très froide et qui finalement était plutôt tempérée, voire chaude. Hervé, votre livre « Trouver le bon job grâce au réseau », le titre est clair, il est sorti chez Erol, c'est l'un de vos livres. Concrètement, mettons les pieds dans le plat, Hervé. Est-ce que la question de réseau qui est soulevée par Julien, la notion de club, la notion de marché caché, c'est une question que je me pose un peu basiquement. Réseau renvoie à copinage, réseautage, copinage, espèce de cercle fermé qui ne serait réservé qu'à une petite minorité de gens qui sont bien nés, qui ont eu les bons diplômes. Est-ce que ce n'est pas un peu discriminant socialement quand on traite de cette question du réseau ? Alors là, vous me déroulez le tapis rouge parce que c'est un de mes grands sujets. C'est d'une part, le réseau n'est pas enseigné.
C'est-à-dire que le networking, le réseauting, le réseautage n'est pas enseigné à l'école, n'est pas enseigné dans les études supérieures, que ce soit même dans les écoles de commerce. Et c'est un vrai problème parce que ça veut dire que les gens qui se lancent dans la vie active ne connaissent pas ce qui va vraiment les aider à progresser, à s'informer, à justement tisser les liens sociaux qu'on vient d'évoquer. Donc ça, c'est un premier problème. Et lié à ce problème, il y a aussi les connotations négatives du réseau que vous avez énoncées, qui est le réseau, c'est le piston. C'est ça. Le réseau, c'est pour les gens, mais c'est pas pour moi, parce que quand je lis Le Point et que je vois les réseaux macronistes, bah évidemment, j'y suis pas. Et donc, beaucoup de gens passent à côté du réseau parce qu'ils sont pas initiés, ils pensent que c'est pas pour eux. Donc vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'il faut souligner et surtout dire aux gens, si, il faut se mettre au réseau. On s'est tous mis au réseau, moi le premier, à un moment de ma vie parce que j'en ai eu besoin et j'ai compris que c'était absolument génial. Et je me suis mis au réseau, je devais avoir 45 ans et je me suis dit, mais quelle perte de temps, pendant 45 ans, je n'avais pas compris un truc essentiel. Mes invités sur le plateau, cette question du réseau discriminant social, le piston, ça veut dire que moi, mon père a du réseau, parce qu'on l'entend beaucoup. Là, je bascule, je quitte le cadre, je vais sur celui qui sort de l'école de commerce. Mon père a le réseau, j'ai toutes les chances de réussir. Je pense qu'on a une connotation aussi du réseau de certains clubs, alors je ne sais pas si on peut dire, cercles interalliés, voilà, qui sont réservés effectivement à une partie, mais ce n'est pas la majorité. En fait, je pense qu'il est important aussi de définir ce que c'est que finalement avoir un réseau. C'est quoi avoir un réseau ? Dans une association professionnelle, c'est avoir du réseau. Être dans un club, c'est d'avoir du réseau. Association d'anciens élèves, c'est du réseau. Les alumni, c'est du réseau. C'est du réseau. Être dans un club de sport, c'est du réseau. Tout est réseau, en fait. À partir du moment où il y a une communauté extérieure, la singularité, c'est que vous avez le choix ou pas d'y aller. Enfin, d'ouvrir un choix qui est une possibilité de pouvoir y donner. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident le choix. Alors, en fonction, parce que là où il y a une inégalité, en revanche, qui est exacte, c'est en fonction du lieu dans lequel vous vivez. Mais évidemment. C'est-à-dire que vous ne vivez pas le réseau de la même manière lorsque vous êtes à Paris, lorsque vous êtes dans une grande métropole, ou en province. Exactement. Dans les grandes régions. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle aussi, on en parlait en tout début, l'intérêt aussi, la dématérialisation des réseaux, est aussi un moyen de raccrocher des réseaux au sein ça gomme les différences. Davantage. Et c'est vrai aussi, parce que vous n'avez pas tort quand vous dites, mais est-ce qu'on part tous de la même ligne de départ ? Non. Quand les réseaux ont été communiqués, on ne part pas de la même ligne de départ quand on a fait une grande école que lorsqu'on est... Moi, je suis à la base universitaire. On ne parle pas c'est pas pareil. de la même manière. Et souvent, on a tendance à parler, à dire, allez regarder vos alumni, regardez. Oui, enfin, moi, j'en ai pas. Donc, à un moment donné, si c'est un peu la réflexion qui m'est donnée, ça va être un peu court. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que le réseau ne s'est pas démocratisé avec, effectivement, M. Muller le disait à juste titre, c'est une vision en France qui a une connotation qui est pas bonne, une vision j'en ai pas besoin, une connotation pour dire j'ai pas besoin moi d'un peu. Enfin, qui n'est pas enseigné, quoi. On considère, ce n'est pas enseigné, c'est très exact. Et pour le coup, contrairement à des pays plus anglo-saxons, avec une culture aussi, il faut le dire, oratoire. Tout à fait. Là où la France a une culture l'écrit, et on est pénalisé. C'est fondamental, ça. Et oui, c'est important. On n'a pas cette habitude-là. De parler, les Américains, on peut parler très rapidement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec lequel on échange. Exactement. Un peu superficiellement, mais on peut échanger. C'est vrai. Marie-Liesse, sur cette question de la discrimination sociale, de cette capacité à pouvoir toujours réussir dans la vie parce qu'on a le réseau. Alors, c'est dur pour ceux qui sont des talents, mais on ne le sait pas. Ils sont au fin fond d'une petite ville et ils ont du talent et on ne le sait pas. Pour nous, notre ennemi, alors les personnes que nous accompagnons sont plutôt des personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, qui sortent de grands groupes. Donc le risque, il est un peu le contraire. Nous, notre ennemi, c'est l'entre-soi. On leur dit, si vous restez entre vous, c'est très rassurant. Mais ce n'est pas ça qui va vous mettre en mouvement. Et en fait, quand je dis nous accompagnons, alors notre signature c'est For Leaders in Motion, c'est vraiment ça. Moi, je pense beaucoup au relais d'information. Vous allez parler à quelqu'un qui aurait pu être votre N-1, voire votre N-2 dans d'autres circonstances. Mais en fait, cette personne va être absolument ravie de vous rendre service parce que vous allez parler de quelque chose et elle va dire « mais j'ai eu un manager effectivement il y a 10 ans et il faudrait que je vous connecte ». Et là, c'est extrêmement satisfaisant. Ça donne du sens à celle qui est en N-2 et qui se dit « tiens, ça peut devenir mon boss, exactement. Je peux peut-être l'aider ». C'est ça aussi qui se passe. Ou pas, parce qu'en fait, le réseau, c'est très généreux. En fait. Plus on y met du plaisir, plus on est généreux et en fait, plus on a du réseau. Voilà. Et après, c'est vrai que les gens aiment bien, enfin, en tout cas, nous, c'est le rôle des agents. Pour le coup, en fait, on fait un peu à leur place, mais parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que si je vous dis demain, allez choisir un réseau, vous allez me dire, c'est gentil, mais c'est vous qui l'aiguillez, vous bien dites, sûr, allez plutôt vers là. Là, tout à l'heure, avec un DRH, je dis, voilà, il y a un dîner qui est organisé avec des DRH, est-ce que ça te dit de venir ? Je vais le faire.
Et le rôle de l'équipe, c'est ça, c'est d'appeler. Donc c'est vous qui allez au dîner ou vous envoyez le Alors, DRH Non, mais excusez-moi. Non, mais je Parce que brief c'est- en amont. Mais en l'occurrence, alors je peux Là, y aller. il va y aller. Bien sûr, il va y aller. Soit on y va ensemble, parce que je peux pas non plus battre. Il ronchonne un peu, c'est genre, oh là là. Non, parce qu'en fait, on est pour eux des tiers de confiance et quand on les envoie, on leur propose d'aller dans tel ou tel endroit, on sait que ça fait du sens pour eux. Mais on fait aussi du réseau pour trouver, par exemple, des startups, on va appeler et on les met en lien. En fait, on les accompagne dans la constitution de leur réseau auquel soit ils n'ont pas le temps, ou ils estiment en tout cas ne pas le prendre suffisamment, et pour lequel ils n'ont pas toujours les codes, parce que c'est pas si facile, lorsque vous avez 53 ans, de dire est-ce que je suis légitime à échanger avec des startups, quelqu'un qui a 22 ans, Ce que dire j'évoquais tout à l'heure, est-ce que moi je vais pouvoir être avec un grand cadre, un groupe du CAC. Ouais, c'est beaucoup sur la confiance quand même, c'est tout de ça. faire- Bien sûr, parce que c'est pas si évident que ça. En réalité, on a tous des tabous, et puis on a aussi, c'est pas la coach que je vais expliquer, qu'on a des nos croyances blocages, limitantes, bien sûr. de se dire comment est-ce qu'on va me rigonner, parce que j'ai pas le même circuit, j'ai pas le même tremplin, j'ai pas le même background, j'ai pas les mêmes habitus, comme on pourrait dire un peu sociologique. Vestimentaire, de Donc, ça langage, va jouer, et naturellement. Bien sûr. L'entre-soi qui joue aussi beaucoup. Énormément. Beaucoup, c'est tout à fait exact. Même s'il faut avoir des codes, hein, et il faut les connaître, les codes. Mais Un ce peu. n'est pas des codes pour fermer. Enfin, il faut quand même rentrer, il faut, comme on dit, avoir les peintures de guerre pour rentrer dans certains réseaux. Le langage, Certains, oui. dans certains, Mais quand pas la même. majorité. Pas la majorité. Hervé, juste, vous qui dites on ne l'enseigne pas, on n'a pas de culture anglo-saxonne. Julien évoque l'idée que l'oralité est très importante pour rentrer en lien avec quelqu'un. Je me disais, encore une fois, très très naïvement, mais puis ça sert à quoi Pôle emploi, toutes ces structures dont le métier est de trouver un emploi à des demandeurs d'emploi. Là, on parle de gens qui sont hors réseau, hors Pôle emploi. C'est des gens qui sont en mouvement, qui veulent bouger, ou c'est des gens qui ont des très bons diplômes, mais qui n'ont pas l'accès. On ne parle pas des mêmes, là. Ce n'est pas ceux qui sont à Pôle emploi, pour le dire naïvement. Bon, vous savez, les cadres dirigeants pointent à Pôle emploi, comme tout le monde. Oui. Ça ne les empêche pas, évidemment, de ne pas compter que sur Pôle emploi. Certains ne sont pas salariés, il faut le préciser. Certains sont Pardon ? mandataires. Certains ne sont pas salariés, donc n'ont pas accès Certains ne sont pas salariés. Dans ce cas-là, ils ne pointent pas à Pôle emploi, mais ils s'inscrivent souvent dans des associations qui, justement, accompagnent les non-salariés. Mais je voulais revenir sur, justement, cette réticence au réseau qui est assez française et qui est liée à notre éducation aussi, l'éducation judéo-chrétienne, qui ne nous aide pas à faire du réseau. Et le meilleur moyen pour débloquer les gens sur le réseau, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quel que soit le diplôme, c'est d'expliquer que le réseau, c'est dans la vie de tous les jours et qu'on s'en sert tous sans s'en rendre compte à la méthode de M. Jourdain. Par exemple, vous déménagez à Marseille vous-même, avec votre famille, vos enfants, et vous avez besoin d'un bon orthodontiste. Vous n'allez pas regarder sur Internet, vous allez interroger les quelques amis marseillais que vous connaissez en demandant un bon orthodontiste. Même chose pour un bon chiropracteur, parce qu'on ne va pas confier son dos à n'importe qui, et ainsi de suite. Et le bon plombier. Alors, le bon plombier, c'est même pas le plombier polonais, c'est le bon plombier parce que c'est surtout plus dur, pas aller sur Internet. Oui, c'est plus dur quand on est le bon plombier, c'est plus dur. Il faut avoir un gros réseau là quand même. Exactement, un très bon réseau. Et le réseau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la confiance. C'est-à-dire, je fais confiance à cette personne pour qu'elle me désigne la bonne personne, que ce soit un plombier, un chiropracteur, un kiné, etc., etc. Donc le réseau, il est vraiment fondé sur la confiance. Et on va voir que dans la crise actuelle, la confiance est encore plus importante qu'elle ne l'était avant. Et oui. Juste, vos clients, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'il y a tout un travail vous reformatez, vous les aidez, vous les accompagnez, le réseau social, le CV, la photo. Tout ça, c'est pris en compte pour aller pousser la bonne porte? Parce que forcément, vous les diagnostiquez, vous dites, bon, écoutez, la photo, ça va pas, vos vêtements, ça colle plus. Vous me parliez d'hommes qui étaient la tête dans le guidon pendant 25 ans dans leur entreprise, qui ont bossé. Et puis tout d'un coup, ils relèvent la tête et ils se disent « Oh là là, est-ce que je suis encore bien adapté au marché ?» C'est un peu ça. Et l'idée du réseau, c'est de leur permettre de retrouver un souffle. On est bien d'accord, c'est bien de cela. Nous avons des ateliers images, par exemple, des ateliers bien-être pour effectivement se faire confiance, des ateliers éloquence, communiquer en leader. Donc tout ça est important. Le plus important de ce que nous faisons, et pour moi de notre valeur ajoutée différenciante, c'est que le réseau, nous le faisons vivre. C'est-à-dire que chez nous, il se passe tous les jours quelque chose. Donc vous organisez des choses. Nous organisons des choses. Alors en ce moment, je suis un peu seule au bureau. Mais sinon, effectivement, tous les jours, il y a des ateliers, il y a des interventions, des clubs internationaux, etc. Donc en fait, quand on vit le réseau, quand on voit que les gens sont sympas, qu'ils sont très contents de rendre service, qu'ils ont du réseau, quand on dit multiplie, LinkedIn est quand même un bon indicateur pour voir le réseau de chacun.
on se rend compte que c'est effectivement extrêmement puissant. Julien, et juste, sympa. c'est terminé, mais un conseil. Là, j'entends, en fait, on se rencontre autour d'un atelier sur une thématique quelconque, peu importe. Je pense qu'il faut être adroit quand même dans son approche. D'abord, on se rencontre avant de dire vous pourriez me filer votre carte parce que j'aimerais pouvoir récupérer. Oui, il y a quand même toute une psychologie quand même à avoir. Avant juste de répondre, je pense qu'il est aussi important d'utiliser de nouveaux moyens de communication. On peut créer son réseau en utilisant WhatsApp. On peut utiliser son réseau en utilisant les Slack. L'avenir, il est là. Slack, on a une valeur du réseau. Et de plus en plus, ce qu'on fait à la nouvelle génération, c'est de googliser. C'est d'abord d'aller sur les réseaux sociaux avant d'appeler Pierre Paloujac. Ça semble dingue, mais c'est une réalité. Donc là, il y a une vraie différenciation entre mode de fonctionnement de la... Tout est beaucoup sur Internet, si on cherche. Tout est sur Internet. Et le marché a considérablement changé. Et donc c'est la raison pour laquelle, attention aux idées un peu préconçues en termes d'utilisation de réseau, de marché caché, tout ça. Et sinon, gare aux désillusions du réseau. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui s'investissent dans du réseau et qui disent finalement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis un peu épuisé. En général, on considère qu'il faut moins 2-3 ans d'investissement. C'est important de l'entendre. C'est ce que donc j'évoquais. C'est pas direct. C'est donnez-moi votre carte. C'est un peu des pensées magiques. Donc pour le coup, c'est quand même important de l'avoir en tête. Après, bien sûr, en termes de réseau, il y a une posture, il y a une allure à avoir. Il y a à avoir, comme c'était dit tout à l'heure, d'avoir les codes. On ne fonctionne pas dans les mêmes réseaux en fonction des communautés auxquelles on veut appartenir. Et il faut un peu effectivement jouer le jeu. Oui, une carte de visite lorsqu'on est effectivement. Alors, un réseau physique, actuellement, il y en a beaucoup moins pour le coup. Envoyer un petit mot sur LinkedIn quand on veut être mis en relation. Savoir remercier. On est presque dans des règles un peu. De bon sens et de bienséance. D'éducation. C'est un bien sûr. Et ça, j'ai envie de dire, c'est transgénérationnel, cette partie-là. Après, la manière de s'y employer, la manière d'intervenir et d'échanger, pour le coup, est très différente en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Passionnant. Les réseaux sociaux sont une vraie aide. J'ai un exemple en tête qui était intéressant. J'accompagne une personne, sa femme doit partir, elle est russe, elle doit partir en Russie, ses parents sont malades. Et lui me dit, mais moi j'ai besoin de trouver un job en Russie, ma belle famille n'a aucun réseau, comment je fais ? Il était directeur commercial international, comment je fais pour trouver un job en Russie ? Je dis, on va y aller. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, mais quelles sont les entreprises françaises qui sont en Russie et quelles sont les communautés françaises qui existent en Russie ? Et en fait, il était extrêmement surpris de voir à quel point le réseau a répondu. Parce Encore qu'en fait, plus à l'étranger d'ailleurs. Évidemment, ils étaient très heureux d'avoir quelqu'un qui arrivait, des tas de choses à... Et aujourd'hui, il est directeur général de MAPED, il est extrêmement heureux, il est à Saint-Pétersbourg et en fait, il a réussi grâce au réseau, mais au vôtre quelque part, c'est-à-dire effectivement toute la notion digitale. Et on n'est pas là pour dire ce sont deux mondes différents. Tout ça, ce sont des appuis effectivement. Merci Marie-Liesse Morgot, managing director chez Nextmove. Je l'ai bien dit là, Move, c'était honteux. Merci à Julien Morisson. Je ne vous ai pas appelé Julien Morrison, vous avez vu aujourd'hui. C'est BI, du coup j'en profite moi aussi. Cabinet BI. Mais BI, absolument, c'est pas BE. Et merci à Hervé Baumler, consultant ou de placement chez Enjeux Dirigeants, là je l'ai bien dit. Et puis votre livre, pour ceux qui se passionnent sur ce réseau, qui n'est pas enseigné dans les écoles, Trouver le bon job grâce au réseau. Restez avec nous, et merci à vous, évidemment, de m'avoir accompagné. Fenêtre sur l'emploi, les cadres et les managers, c'est Cadre Emploi qui nous en parle, c'est tout de suite. Cadre Emploi avec nous, comme chaque mardi, Julien, directeur des études, Julien Breuil. Je vous appelle Julien parce que vous êtes tellement habitué de notre émission, Julien, directeur des études chez Cadre Emploi. Alors, Julien, c'est intéressant. D'abord, vous êtes en visio, confiné comme tous les cadres. Et oui, Julien, et oui. D'abord, une question. On en avait parlé à plusieurs reprises avec vous. Les managers, pendant les périodes de confinement, notamment la première, n'étaient pas du tout adaptés. Là, il semblerait, d'après votre étude en tout cas, que les managers semblent quand même mieux préparés à ce deuxième confinement. Vous le confirmez ? Alors, d'après les résultats de l'étude qu'on a pu mener, oui, effectivement, on sent bien que ce deuxième confinement, ou plutôt ce reconfinement, n'est pas exactement la même chose que le premier. On voit que globalement, en tout cas, c'est ce qu'on a pu mesurer, les entreprises, les managers, voire la direction étaient, j'allais dire, préparés organisationnellement, logistiquement, même s'il peut rester un sujet, j'allais dire, un peu plus émotionnel, et on le verra peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que lorsqu'on pose la question au cadre, on s'aperçoit que globalement, ils sont 59% à nous dire que leur entreprise était prête, 57% que leur manager était prêt et 54% que leur direction était prête. Donc globalement, il y a une préparation, ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions, parce que je pense que vu le contexte inédit que nous vivons, il est quand même
difficile d'avoir une position commune, ou en tout cas une perception commune. On voit encore qu'il y a beaucoup de sujets sur la notion de télétravail. Donc voilà, il y a une mise en place qui a été sans doute, j'allais dire, plus simple, organisationnelle, logistique, notamment au niveau des managers. Mais effectivement, il reste quand même encore quelques, j'allais dire, discussions autour de ce sujet. Alors, il y a l'aspect psychologique, puisque vous l'évoquiez quand même. Le premier confinement, on en a souvent parlé sur ce plateau avec vous ou avec d'autres invités dans nos débats. Ça a affecté psychologiquement les managers qui, évidemment, ont perdu leur repère. On a quand même aujourd'hui 37% des cadres qui se disent plus inquiets par rapport au premier confinement. Donc ça, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que c'est des cadres qui se disent inquiétude, plan social, je perds mon job. Il y a de l'angoisse quand même là chez les cadres. Oui, il y a quand même de l'angoisse, effectivement. Le premier item, en tout cas là où ils estiment qu'il y a une augmentation, c'est au niveau de l'inquiétude, à hauteur de 37%. Je crois quand même qu'au niveau des managers, même si effectivement ils ne vont pas complètement changer, j'allais dire, leur organisation, ils sont moins d'1 sur 2 à vouloir changer leur organisation, il y a quand même un élément sur lequel ils vont avoir une fréquence plus élevée, c'est sur la mise en place de points informels, individuels ou collectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une prise en considération, effectivement, de la nécessité de conserver un lien avec les équipes, potentiellement pour les rassurer, mais également de conserver des équipes qui sont motivées. On n'enlèvera pas effectivement forcément cette inquiétude, parfois du stress, de l'anxiété, mais c'est effectivement en conservant le lien et en ayant une communication, j'allais dire, qui est assumée, mais qui est surtout dans la ligne directrice de ce qui est voulu par l'entreprise et ce qui est compris par l'ensemble des managers et des collaborateurs, qu'on arrivera sans doute à un peu plus de fluidité, même si encore une fois, je le rappelle, voilà, on vit tous un contexte inédit qui laisse forcément une perception et une réaction à ce qu'on vit qui est forcément personnelle et qui est singulière. Oui, avant de nous quitter, Julien, vous qui êtes le directeur des études de cadre emploi, enfin, les chiffres, c'est plus que de la perception. Les chiffres que l'on a, c'est 150 000 fermetures d'entreprises, de commerces, de plans sociaux. Il n'y a rien de subjectif. Il y a quand même des cadres qui se disent moi, dans le secteur où je suis, j'ai de fortes chances statistiquement d'être affecté. Enfin, ça me semble. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Alors, oui, qu'on se comprenne, bien évidemment. L'inquiétude, elle est légitime à la fois par rapport à l'organisation et par rapport au contexte économique que nous vivons. Si je prends le marché des cadres, je rappelle quand même que on pensait avoir 296 000 recrutements en 2020. Oui. Il y en aura vraisemblablement 170 000. Donc forcément, selon les secteurs d'activité, il y aura un impact. On l'a répété plusieurs fois dans cette émission, les cadres sont souvent préservés, mais ils sont aussi quand même impactés. Et il y a des secteurs économiques, on le voit, qui ont une activité qui est largement moindre que ce qu'ils pouvaient avoir avant le confinement. Donc c'est normal d'avoir cette inquiétude-là. Et effectivement, le contexte économique, on le voit tous, n'est pas aussi bon, bien évidemment, que ce qu'on aurait pu connaître. Merci Julien. Julien Breuil, directeur des études chez Cadre Emploi, en visio, très casual quand vous êtes en visio. Mais non, mais c'était pas un reproche, c'était très intéressant. Merci, on se retrouve. Merci beaucoup. Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine. Je remercie Julien Morisson, je remercie Marie-Liesse Morgot de m'avoir accompagné jusqu'au bout de notre émission Smart Job. Je vous retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres et puis de nouveaux sujets, évidemment, qui sont au cœur de l'actualité RH et emploi. D'ici là, portez-vous bien et je serai là demain. Merci pour votre réaction sur les réseaux sociaux. Puis merci aux équipes techniques et à Fanny Griesmer que je n'oublie pas. À demain.